Des hôtels particuliers, des manoirs, des mâts, des châteaux. On va rêver dans cette émission spéciale Propriété Le Figaro avec nos experts Figaro Immo. C'est parti. Deux spécialistes, deux experts en plateau qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Nathalie Garcin, bonjour. Bonjour, merci. Stéphane Aguiraud, bonjour. Bonjour à tous les deux pour parler de bel immobilier, d'immobilier haut de gamme. Vous allez nous faire rêver. On va voir avec vous à la fois les tendances de ce marché d'immobilier de prestige, mais également les tendances aussi, les perspectives à venir. Nathalie Garcin, donc présidente du groupe de la maison Émile Garcin, qui a fêté l'année dernière ses 60 ans, qui rayonne à Paris, mais aussi en région et à l'international, Suisse, Maroc, Belgique notamment. Stéphane Aguiraud, président du groupe Mercure Forbes, je sais que vous y tenez beaucoup, spécialiste essentiellement, on l'évoquera, des châteaux et des manoirs. Avant de voir justement avec vous tous les deux cette activité du marché immobilier haut de gamme, peut-être une question d'introduction plus personnelle. D'où vient à tous les deux votre amour du patrimoine, Nathalie? Moi, je suis née dans le patrimoine, je suis née là-dedans. Mon père, quand je suis née, a commencé ce métier. Et nous habitions dans la campagne, dans une très belle maison. On a toujours été dans de très belles maisons. Et mon père m'a donné, dès le berceau, le goût du patrimoine et de la belle pierre. Donc Émile, et puis la vie en Provence, vous êtes allé chiner aussi beaucoup, une maman Ma aussi mère, voilà. Décoratrice. Donc. Ma mère était d'abord antiquaire, après décoratrice. Donc elle nous a appris aussi à mettre de belles choses dans les très belles maisons. Et donc j'ai aimé chiner, je continue à chiner d'ailleurs. Et voilà, on est complètement nés là-dedans. Et la Provence est toujours une région très belle et qui a beaucoup de charme. Très bien. Stéphane, alors l'amour du patrimoine aussi, l'enfance Oui. Alors moi qui habite en Provence, déjà, je peux effectivement confirmer ce que vient de dire Nathalie. Et en effet, depuis l'enfance, mon père était féru de généalogie et j'ai vécu toute mon enfance, en tout cas pendant nos vacances en Auvergne, dans de très belles maisons aussi. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne se rendait pas compte des maisons dans lesquelles on était. C'est depuis, avec le recul que j'ai pu avoir en étant adulte, qu'en regardant les maisons dans lesquelles on a grandi et on a vécu pendant toutes ces périodes-là, que je me suis aperçu qu'il y avait vraiment de très 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 belles choses. Et ces très belles choses, aujourd'hui, en effet, j'en suis tombé amoureux. Très bien. Alors Nathalie, on va voir avec vous tout d'abord l'activité. Peut-être rappeler la maison Émile Garcin, combien de bureaux en France déjà ? Aujourd'hui, 30 bureaux, enfin 27 en France et 3 à l'étranger. Et aujourd'hui, on arrive à 140 personnes en 2024. Et voilà, c'est une grande famille. Alors, est-ce que cette famille a été heureuse dans cette année 2024 ? On l'a dit, dans le marché immobilier traditionnel, des difficultés, notamment des incertitudes à la fois économiques, à la fois politiques. Qu'est-ce que vous diriez, vous, sur votre marché, sur cette année 2024 ? Est-ce que ça a été une bonne année ? Oui. Pas aussi bien qu'il y a quelques années, mais on s'en est pas trop mal sorti, malgré les hauts de la vague et les grands creux, parce que, par exemple, à Paris, pendant 4 mois, il ne s'est rien passé. Pendant la période des Jeux Olympiques, Pendant la période des Jeux Olympiques. Même si on a eu le sentiment que l'image de Paris, qui a été véhiculée un peu partout, l'attractivité, la place de la Concorde, les Invalides, ça a donné une belle image aussi de Paris. Oui, absolument. Mais en tout cas, pendant ces mois-là, vous n'avez pas réalisé, en tout cas, de vente particulière. Non, les gens ne sont pas venus pour visiter, pour promener et acheter. Déjà, ils ne pouvaient pas circuler. Et donc, non, ils n'étaient pas là. Ils étaient là pour les Jeux Olympiques, vraiment. Et donc, on a vraiment été à l'arrêt. Mai, juin, juillet, août, septembre, c'était compliqué. Mais depuis septembre, ça a repris. Ah. Oui. Bon. Oui. Les transactions cette année, alors,
Les transactions cette année, on a fait une bonne année. On a fait environ 220 transactions. Alors nous, c'est pas comme on est vraiment spécialisé dans le haut de gamme. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité des affaires que nous faisons, la qualité des biens que nous rentrons, on sélectionne beaucoup, et ce qui fait qu'on ne prend pas tout à la vente et on prend que ce qui nous correspond, et parce que on a les clients pour ça. Avec des transactions qui peuvent dépasser des fois 5, 6, 7, 8 millions d'euros. Oui. Mais il faut savoir quand même que la majorité des transactions, c'est entre 2 et 5. Après, quand on dépasse les 5, il y en a moins. Quelle est la part de la clientèle française par rapport à la clientèle étrangère ? Cette année, on a eu environ 35% d'étrangers, ce qui est mieux que l'année dernière. Et parce que surtout en septembre, déjà en janvier, février, mars, les Américains revenaient. Et en septembre, encore plus d'Américains, toute l'Europe, quelques Brésiliens, pas mal de Brésiliens et d'Amérique du Sud aussi. Et des Belges aussi, des Suisses. Oui, on parle beaucoup, on dit qu'il y a un afflux de Belges qui achètent du haut de gamme. Oui. Toutes et partout. Les régions. Les Belges, surtout dans le sud de la France, ils cherchent le soleil. Donc, c'est les Alpilles, c'est toute la Côte d'Azur, Saint-Tropez, Cannes. Et aussi, quand même, ils vont aussi à Biarritz et à Saint-Jean-de-Luz. Le marché parisien. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce marché parisien dans le haut de gamme ? Qu'est-ce que vous avez senti, perçu cette année ? Il y a toujours des Français ou des étrangers qui cherchent l'excellence, et l'excellence passe par les grandes capitales, très belles capitales de ce monde comme Londres, New York et Paris. Donc, on manque toujours de biens exceptionnels sans défaut à vendre. Et si on a ça, si les propriétaires nous écoutent sur le prix, il y a l'acheteur. Bien sûr. Il y a l'acheteur. Les quartiers porteurs, toujours on a parlé du Triangle d'Or, on parlait du 16e arrondissement, 7e, 6e aussi, la pierre, l'histoire aussi qui fait rêver aussi beaucoup d'étrangers qui veulent acheter une part d'histoire à Paris. Oui, le Marais a beaucoup d'histoire, et nous venons d'ouvrir un bureau dans les jardins du Palais Royal. Généralement, quand on ouvre un bureau, il faut 2 ans avant que ça marche bien pour se faire connaître. Oui, dans un quartier, etc. Là, ça a démarré très vite. Et même si c'est un quartier où il y a moins de biens à vendre que le 3e, 4e ou le Saint-Germain-des-Prés, ça démarre très bien. Et il y a des gens qui sont férus de ce coin-là. Évidemment, sur les jardins du Palais Royal, on a beaucoup de clients qui nous ont appelés dès qu'on a ouvert pour savoir si on n'avait rien sur les jardins. Je pense que si on en avait 10, on vendrait les 10 dans la semaine. Ça viendra peut-être aussi. Oui, j'espère. Alors, on va voir, vous avez prévu une petite sélection, justement. Alors, il n'y a pas tout, mais voilà, quelques biens aussi pour faire rêver. On est là aussi pour ça. Quelques biens vendus par la Maison Émile Garcin cette année. Alors, quelques-uns exemples. Alors, on a vendu cet appartement dans le Marais qui fait 200 mètres carrés, qu'on a vendu 4 millions d'euros. On a vendu sur la Côte d'Azur, près de Mougins. Ça, c'était une maison à Beaulieu, magnifique, à 3,5 millions. On a vendu... Marrakech. Ouais. Marrakech est très, très, très demandé. Là, on n'a pas eu de creux pendant 4 mois cet été. Les gens sont là, et de plus en plus, les gens vont à Marrakech. Très bien. On a vu aussi différents biens, des exemples. Et puis, des biens à la vente. Et on va finir notamment par un bien qui est assez extraordinaire. Mais voilà, des exemples en ce moment de biens à la vente chez Émile Garcin. On a une très belle maison basque dans l'arrière-pairie de Biarritz.
Ça a beaucoup de charme, mais c'est rare aujourd'hui de trouver toujours des choses authentiques comme ça, qui n'ont pas été détruites, abîmées, et pour faire que du moderne, etc. Ça, c'est dans les Cévennes. Ça, c'est sur l'eau, près de à Marseille, parce qu'on a ouvert un bureau à Marseille aussi cette année. Et là, l'équipe, ils sont 6, et l'équipe, ça démarre très très fort aussi, Marseille. Et voilà, donc on a 2 bureaux sur la côte basque, à Saint-Jean-de-Luz et à Biarritz, et des équipes soudées et qui fonctionnent bien. Et donc on essaie de rentrer. On vient de rentrer aussi à Biarritz dans un immeuble iconique, un appartement très très beau sur la mer. Donc on n'arrête pas. On est sans cesse à la recherche de biens exceptionnels un peu partout. Et parmi les biens exceptionnels, il y en a un, donc à Paris, depuis quelques jours, ça y est, vous avez le mandat, c'est l'ancien appartement de quelqu'un de très connu alors. Oui, c'est l'ancien bureau de Karl Lagerfeld. En fait, quand il a quitté, il avait 1500 mètres carrés rue de l'Université. Quand il a quitté cet endroit, il a acheté quai Voltaire, son appartement privé, et il a acheté cet endroit qui était son bureau, sa bibliothèque. C'est là où il recevait tout le monde. Quai Voltaire, il ne recevait personne. Et là, ça a été racheté depuis Karl par quelqu'un, et qui a gardé tous les éléments et qui en a même rajouté des éléments à la Karl Lagerfeld. Et donc, c'est très, très représentatif de sa vie. C'est assez émouvant de rentrer là. Il y a 300 mètres carrés. On est à Saint-Germain-des-Prés. J'ai la chance de le visiter. C'est vrai que c'est assez incroyable. Oui, absolument. Il y a 300 mètres carrés. On est à Saint-Germain-des-Prés, rue des Saints-Pères. Et c'est très très beau, il y a 5 mètres de hauteur sous plafond. Est-ce qu'on peut donner le prix de la mise en vente? Oui, il est à 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Très bien, merci beaucoup Nathalie, on reviendra à vous dans quelques instants. Stéphane Aguero, alors Mercure là, plutôt l'univers des châteaux, des manoirs. Tout d'abord un mot sur Mercure Forbes. Oui, alors Mercure Forbes, c'est une entreprise qui a été créée il y a très très longtemps, puisque la première agence Mercure date de 1936, elle était Place Wilson à Toulouse, et pour vous dire une chose encore plus précise, c'est que nous sommes toujours à la même adresse, au 9 Place Wilson à Toulouse. Fidèle. Le siège est toujours là, ça c'est très très bien, et nous avons toujours tenu à rester là, autant moi aujourd'hui que mon oncle Pierre Chassaigne, qui a créé le réseau et le groupe Mercure, puisque lui en fait a racheté cette petite agence qui existait à l'époque à Toulouse depuis 1936, il l'a racheté au début des années 80, et il l'a développé de façon assez incroyable, justement en profitant du fait que lui était déjà expert foncier, et il a ouvert le marché des châteaux vraiment qui n'existait pas auparavant. Et Mercure s'est développé depuis lors dans l'ensemble de la France. Alors, Stéphane, justement, par rapport au château, on voit régulièrement circuler des chiffres. Vous qui êtes un expert, vous allez nous dire, on entend dire 40 000 châteaux en France, 3 000 ceux qui sont en vente chaque année, et à peu près 400 qui changent de main. Est-ce que c'est toujours valable, ça, ou pas? Oui, c'est toujours des chiffres qui sont valables, bien entendu. En termes de vente, c'est à peu près la même chose. Ça reste assez stable, puisque les personnes qui achètent un château n'achètent pas un logement. Ils achètent autre chose que ça. Ils achètent, évidemment, s'ils peuvent se loger en même temps et en profiter, bien sûr. Mais puisqu'on est là pour parler de patrimoine, c'est aussi des gens qui peuvent faire un investissement, ou qui sont amoureux du patrimoine également, et qui se donnent une mission dans la vie d'essayer d'entretenir, rénover et vivre dans ce genre de maison. Alors justement, là aussi, vous avez choisi de nous partager différents biens, des châteaux magnifiques, à la fois des châteaux vendus et puis certains à la vente. Alors tout d'abord, ceux vendus, qui sont emblématiques chez Mercure. Oui, alors je vous ai fait une toute petite sélection des châteaux qu'on a vendus, mais un des derniers que nous avons vendu, c'est le château de Cordès en Auvergne, qui est une propriété magnifique, sur un parc de 9 hectares, avec vraiment des jardins à la française sur plus de 2 hectares, qui est un château emblématique de l'Auvergne, véritablement. C'est un monument historique extrêmement réputé en Auvergne. Qui a été d'ailleurs décoré
décor de film, hein, je crois, de La Promise avec Sting dans les années 80. Enfin, vous êtes au courant. Oui, non, mais c'est un château magnifique, extraordinaire. C'est vraiment très très beau, effectivement. Oui. Cordès, et on est très très fiers d'avoir pu le vendre. Ce qui n'a pas été sans poser de difficultés, parce que ce genre de propriété aussi, c'est le genre de propriété qui nécessite de véritables compétences techniques, culturelles de la part de nos agents. Et ça a été quelque chose au long cours, d'autant qu'on a vendu à un couple d'architectes new-yorkais et que les architectes sont assez regardants sur évidemment la qualité du bâti. Et donc, ils étaient très exigeants. Mais voilà, la vente a réussi à se faire. Ça a pris plusieurs mois. On peut donner le montant, oui. Alors, le montant, c'est ça aussi qui est pas intéressant. Obligé, mais bon. Non, si, mais il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous parlez à des Américains ou des Anglais, ils ne reviennent pas du prix de ce genre de propriété qui est vraiment emblématique, qui a été vendu 2 675 000 euros. Effectivement. Et l'autre jour, j'avais une discussion avec une Anglaise qui a priori une très très belle réussite à Londres. Je lui montrais des photos d'une propriété qu'on est en train de rentrer dans l'Allier, qui est un monument emblématique parce qu'il a été construit par Charlemagne pour son fils. C'est un château qui a 1200 ans. Il a été construit dans l'année 808. Et je lui dis, à votre avis, ça vaut combien ? Elle m'a répondu entre 70 et 100 millions d'euros. Il sera vendu, je pense, moins d'1 million d'euros. Ah oui, à ce moment-là. Bon, parce qu'il y a 20 millions d'euros de travaux à faire dedans. Oui, c'est ça. Autre exemple, alors, Stéphane. Alors, autre exemple de bien vendu. Nous avons un bien... Alors, nous, chez Mercure, on ne considère pas qu'un bien est beau parce qu'il est cher. Bien sûr. Vraiment, nous, notre slogan, c'est... Voilà, mais tout à fait. Oui, c'est vraiment s'offrir l'exception. Donc, on a de très beaux biens. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné celui-ci, parce que celui-ci est très beau. Il est en Normandie, il était à 2 heures de Paris. Vous voyez la qualité du bâti, il est en très bon état et c'est un monument historique et il est vendu pour 1 360 000 euros. 1 360 000 euros. On est du côté de la côte fleurie, du côté de Deauville ou un peu plus... Alors, je ne peux pas vous dire exactement la localisation, parce que je préfère que ça se... en parler. Voilà, c'est à 2 heures de Paris, en tout cas, c'est pas très loin. Et c'est un château vraiment exceptionnel. Et pour un prix, pour 100 mètres carrés à Paris, vous avez ça à 2 heures de Paris. Et souvent, à 2 heures de Paris, quand vous prenez le RER, vous n'allez pas très 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 loin. Là, à 2 heures de Paris, vous pouvez vivre dans un magnifique environnement avec quelques hectares autour, etc. Donc c'est... Être parfois châtelain pour le prix d'un studio parisien, effectivement. Exactement. 2 exemples aussi de biens à la vente actuellement chez Mercure, Forbes. Oui, alors on a des choses qui sont magnifiques. Ça, c'est un château qui est en Provence, justement, à côté de l'île sur la Sorgue, qui est un château qui date du XIIIe siècle initialement, 12-13e siècle initialement, qui a été, au fil des années, 17e, 16e, un peu rénové. Et aujourd'hui, en fait, c'est une propriété qui est entièrement rénovée, qui est splendide avec une vue magnifique et qui se développe sur 440 mètres carrés habitables, je crois. C'est pas quelque chose d'énorme, c'est très habitable, très facilement utilisable et logeable pour n'importe qui, si on veut en faire son logement, justement, comme on disait tout à l'heure, sur un parc de 3800 mètres carrés. Et ce château, alors, vaut un petit peu plus cher que celui de Normandie, puisqu'il est vendu pour 3 500 000 euros. Mais il est entièrement rénové, il est exceptionnel. Et le dernier exemple ? Alors le dernier, vous avez cette piscine qui est magnifique en effet, qui est creusée dans la roche, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et le dernier exemple de bien à vendre, c'est cette maison qui se trouve, écoutez, je me souviens plus où elle se trouve, je crois qu'elle est en Normandie elle aussi. Voilà, vous voyez, bon, c'est une maison qui est magnifique et je dois vous avouer que je n'ai plus souvenir du prix auquel nous la vendons. Bon. C'est quelque chose. Les spectateurs iront sur le site de Forbes et de Mercure, bien sûr, pour en savoir plus, se renseigner. Voilà, on a pu voir comme ça différents éléments, des biens extraordinaires qu'on voit là toujours en images. Tous les deux, quelles sont les tendances que vous observez ? Nathalie, est-ce que le bien, on va dire, clé en main, est-ce que c'est toujours une demande, notamment de la clientèle étrangère ou pas ? Quelles sont les tendances ? Oui. L'étranger préfère ne pas avoir de travaux ou pas trop de travaux. Juste un coup de peinture, mais parce qu'il n'est pas là, parce qu'il ne sait pas où il va, il ne connaît pas les prix des travaux en France, il n'a pas envie de s'ennuyer. Il veut tout, mais il est prêt à payer le prix des travaux. Mais il ne veut pas s'ennuyer avec 1 an, 2 ans de travaux, surtout qu'aujourd'hui, les délais se sont rallongés.
On a dit aussi pendant longtemps que les biens à Paris de plus de 4 millions d'euros étaient achetés à 80% par des étrangers. Est-ce que c'est toujours vrai, ça ? Ou pas ? Ou est-ce que ça évolue ? Non. Il y a quand même pas mal de Français. Ouais. Certes, la moitié de ces Français sont expatriés, mais il y a quand même pas mal de Français qui investissent et qui ont des budgets au-delà de 4. Oui. Stéphane, vous, qu'est-ce que vous observez comme tendance pour les acquéreurs, notamment de châteaux et de manoirs ? Alors, nous, les acquéreurs, très longtemps, on a eu beaucoup d'étrangers. Ces derniers temps, on en a beaucoup moins, puisqu'on a un taux d'à peu près 17% d'acquéreurs étrangers aujourd'hui sur les propriétés que nous vendons. Donc, ça ne fait pas partie de la majorité des personnes qui s'adressent à nous. En revanche, c'est vrai qu'on a très régulièrement, puisque comme on fait partie de ce réseau Forbes Global Properties, qui réunit les 100 plus belles agences du monde, eh bien, on a beaucoup de correspondants étrangers qui font appel à nous et qui nous interrogent. Et on a par exemple ce château dont je vous parlais tout à l'heure, construit par Charlemagne. Figurez-vous que nous l'avons obtenu par l'intermédiaire d'une agence Forbes de New York. Donc il est dans l'Allier et c'est cette agence Forbes de New York qui nous a appelé en disant la propriétaire nous a contacté, est-ce que vous seriez en mesure de vous occuper de la vente de cette propriété ? Donc on a peut-être des acquéreurs pas très très nombreux, mais du fait du réseau international que nous avons, on a aussi des biens français qui nous viennent d'agences étrangères, ce qui est assez drôle. Un bien qui appartiennent à des Français. Des étrangers ? Non, à des Français. Un bien d'exception. Une adresse, c'est la rareté, c'est un intérieur, c'est une vue, c'est une histoire. Quelles sont pour vous à la fois vos règles d'or, si vous en avez, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier haut de gamme ? Nathalie ? Quand on souhaite vendre, il faut trouver la bonne personne pour le vendre. Donc c'est le métier, donc le bon agent immobilier. Et l'écouter. Ouais. Il faut savoir écouter ce que votre agent immobilier va vous dire. Il faut vraiment l'écouter. Pour un acheteur, il faut laisser son cœur parler. Il y a toujours des achats coup de foudre, coup de cœur, toujours. Oui, heureusement. Oui. Et souvent, quand on a des acheteurs qui viennent 5 fois, 6 fois, 10 fois, moi, je leur dis, écoutez, c'est peut-être pas le bon. Si vous n'avez pas un coup de cœur, il ne faut pas y aller. D'accord. On va trouver autre chose. Stéphane, vous alors. D'accord avec ce qui vient d'être dit, effectivement. Il serait bien que parfois nos clients vendeurs nous écoutent un peu plus. Surtout ces derniers temps, on a eu quand même une période assez faste au cours des années précédentes où les prix ont grimpé très très haut et les acheteurs ont beaucoup de difficultés à se rendre compte que le marché a un peu changé et qu'il faut que les prix baissent. Malheureusement, les prix baissent pour eux, effectivement. Donc ça, c'est en effet une première des choses à dire. Et il y a aussi une chose qui est hyper importante, c'est l'emplacement. L'emplacement, à faire attention à l'environnement, au bruit. Et quand on veut s'installer dans une région qu'on ne connaît pas, s'assurer qu'on saura y rester, qu'on pourra se créer un environnement social. Parce que combien de personnes ont acheté des propriétés ou se sont installées dans une propriété loin de tous leurs amis pour se rendre compte qu'ils avaient fait une bêtise et que donc... Alors après, nous, ça peut nous arranger puisqu'ensuite derrière, ils se décident à revendre. Donc on est toujours là pour s'occuper d'eux. Mais la personne qui achète a priori ce genre de propriété, c'est pour y passer très longtemps. Donc pour elle, ça peut être aussi un signe d'échec si elle ne fait pas vraiment attention à tous ces paramètres-là. Oui, donc anticiper en amont et bien se projeter. Exactement. Vous qui faites rêver, quelle valeur faut-il pour travailler à la maison Émile Garcin ou chez Mercure Forbes ? Vos équipes, c'est aussi intéressant, les téléspectateurs regardent pour rêver aussi, mais ceux qui veulent se disent travailler dans l'immobilier haut de gamme, j'aimerais bien. Quelles sont vos valeurs à vous, tous les deux ? Nathalie ? Il faut aimer les gens. D'abord, on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas communiquer, si on n'aime pas essayer de comprendre les autres, si on n'aime pas être au service d'eux. Il faut aimer les gens et les servir au mieux. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être patient. Il faut avoir beaucoup de qualités, en fait. Ouais. Il faut être patient. Il faut parler des langues dans le haut de gamme. Minimum 2 langues, oui, généralement. Minimum bilingue anglais.
Et aujourd'hui, si on parle chinois ou plus tard, sûrement le russe, c'est intéressant. Ça a été en tout cas, ça reviendra, je suis sûre. Stéphane, chez Mercure. Effectivement, il faut aimer les gens, il faut être patient, il faut être résilient. Il faut savoir ne jamais renoncer, parce que c'est un métier où, en effet, on peut avoir des déceptions, on peut avoir la certitude que l'on a vendu le bien, et puis l'acquéreur vous dit « mais non, finalement, je ne l'achèterai pas », alors que vous étiez certain que c'était fait. Il faut avoir aussi, pour la vente de propriétés, et on vend aussi des vignobles, par exemple, avoir de véritables aptitudes techniques. Il faut savoir parler avec un spécialiste de la viticulture, comme il faut savoir parler avec un spécialiste des charpentes. Donc, il faut aussi tout cet aspect technique, et la partie juridique également est importante, puisqu'on a des obligations aujourd'hui qui n'existaient pas il y a quelques années. En particulier, on est obligé de rechercher l'origine des fonds, des acquéreurs, de vérifier l'adéquation entre leurs projets et les moyens qu'ils ont, etc. Donc il faut aussi, ça fait partie des contraintes importantes que les agents immobiliers doivent intégrer. Et autre chose aussi, oui, Nathalie. Il faut qu'ils connaissent bien leur région. Si c'est la Provence, il faut qu'ils connaissent très bien localement sa région pour faire rêver les gens, pour expliquer comment fonctionne une région. Pour Paris, il faut que nos collaborateurs connaissent bien Paris et toute l'histoire. C'est important. Et être aussi de bons communicants, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent une place très, très importante. Donc savoir se présenter devant une caméra, savoir présenter un bien en vidéo, savoir faire de belles photographies pour mettre les biens en valeur, ça fait partie des choses qui aujourd'hui sont importantes, et savoir manipuler ce genre de choses aujourd'hui pour pouvoir être présent partout. Très bien. En conclusion à tous les deux, on termine l'année 2024, on se projette sur 2025. Optimiste pour 2025 Oui, optimiste. Depuis septembre, ça a redémarré, même si c'est compliqué, pas facile, mais les étrangers viennent, ils reviennent, il y a des acheteurs et il y a des vendeurs, il y en aura toujours, et oui, optimiste. Bon, Stéphane. Complètement optimiste. Oui. On a d'ailleurs mis en place un plan sur les 3 années qui viennent pour redéployer nos activités, se redéployer sur le territoire, recruter de nouveaux agents. On est en train de le faire, donc voilà, on est particulièrement optimiste, effectivement. Eh bien, merci à tous les deux. Merci vraiment pour vos éclairages, les belles images qu'on a vues, et aussi vos bons conseils. Nathalie Garcin, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Stéphane Aguirre, merci infiniment. Merci, Olivier, de nous avoir reçus. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.